Le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information, mais en termes d'ordre, ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants. L'école, ça sert avant tout à ça. Pourquoi on est amené à parler des écrans? Il y a 20 ans, si vous aviez dit tiens ce soir je vais à une conférence sur les écrans, vous aurez regardé avec des gros yeux. Voilà. Aujourd'hui c'est tout autre. Et du coup, on est parti d'un fait. Beaucoup de parents désorientés, qui est de aujourd'hui on ne sait plus trop quoi faire un peu avec tous ces écrans, et en même temps des professionnels aussi qui se posaient beaucoup de questions. Donc c'était comment les accompagner, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel en France, il n'y a rien de réellement préétabli pour les accompagner. Il n'y a pas le ministère de l'Éducation qui a dit bon, bah, à partir de maintenant, on va imposer ça ou quoi que ce soit. Il n'y a rien réellement de fait. Donc Serge Tesson, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il travaille sur les écrans en règle générale. Et il s'est dit, bah tiens, moi j'aimerais bien pouvoir donner un petit guide. C'est pour ça qu'il a nommé ça les balises, pour avoir un petit repère. Du coup, pourquoi 3, 6, 9, 12 et pas 7, 14, 22? Tout simplement parce que ce sont des moments intéressants dans le développement de l'enfant. 3 ans, l'entrée en maternelle, où il va commencer à rencontrer le groupe, car en règle générale, en tout cas en France, les enfants ne connaissent pas beaucoup le groupe, à part ceux qui vont en crèche, mais ça touche un enfant sur 10 en moyenne. Donc 3 ans, c'est un moment très important par rapport au fait de rencontrer le groupe. 6 ans, c'est les apprentissages, le fait de commencer à lire, à écrire, à compter. 9 ans, la préadolescence. Et oui, on parle de préadolescence maintenant à 9 ans. Et 12 ans, l'entrée au collège, et donc au niveau de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que chaque âge, on va introduire un écran, un petit peu comme une diététique de l'alimentation, où quand, chez le tout petit, il commence à manger, on ne va pas tout lui donner d'un coup. Le tout petit de 6 mois, on ne va pas commencer à lui donner des frites ou du coca. On va peut-être attendre, on va commencer d'abord par des fruits, des légumes, et petit à petit, on va introduire de nouveaux ingrédients. C'est exactement la même chose par rapport aux écrans. On va peut-être pas directement l'amener au cinéma, on va peut-être attendre qu'ils soient un peu plus grands, et petit à petit, on va introduire les écrans. Donc les télés ou tout ce qui est dit écran non interactif à partir de 3 ans, les jeux vidéo à partir de 6, Internet à partir de 9 et les réseaux sociaux à partir de 12, ce serait même 13, parce que normalement avant 12 ans on n'aura pas vraiment le droit. On va voir que c'est pas toujours le cas. Pourquoi faire tout ça? Parce que finalement c'est pour réduire la fracture sociale qui existe aujourd'hui entre ceux qui se posent des questions et qui se disent tiens, que je vais arrêter de trop le mettre devant la télé, ou en tout cas qui se questionnent, et ceux qui ne se posent pas du tout de questions, et même des fois qui ont l'impression qu'on les culpabilise ou on les juge dans leurs activités. Le tout, c'est d'essayer de voir comment on apprivoise tout ça, sans être dans un discours trop culpabilisant. Moi, j'ai des familles que je rencontre comme ça et qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai pas envie qu'on vienne me dire ce que je dois faire. J'ai l'impression d'être un mauvais parent toute la journée. J'ai l'impression d'être un mauvais parent, que ce soit pour les devoirs, ou que ce soit pour tout. Donc, j'irai pas à une conférence pour qu'on me casse les pieds. » En fait, l'idée, c'est justement pas ça. C'est pas de dire « Il faut pas faire », c'est plutôt comment on fait et comment on peut ajuster les choses et aussi avoir un recul sur nos activités et de se dire « Ok, finalement, est-ce que je suis dans la bonne, juste mesure, ou est-ce que je suis dans du beaucoup trop ou du pas assez ?» Cette culture du livre, elle a beaucoup d'avantages. Les premiers, c'est être dans un rapport au 1, à l'unique. Quand on prend un livre, on a une histoire, on a un lecteur, on a un livre. On est tout seul, on est dans notre monde, c'est génial. L'avantage aussi des livres, c'est que ça stimule énormément notre cerveau au niveau de toute notre pensée et notre manière de pouvoir anticiper notre lecture et du coup de pouvoir mémoriser un vocabulaire et tout plein d'autres choses. Les écrans, eux, ont aussi des avantages. En plus de pouvoir nous soulager sur plein de choses et de penser à notre place, eh bien, ça stimule tout ce qui est interaction. Et on le voit par exemple pour les personnes qui adorent les jeux vidéo. Qui aime les jeux vidéo parmi nous? Est-ce qu'il y en a par ici? Ouais, vous êtes 2. Je suis sûre il y en a d'autres. Obligé, il y en a qui jouent à Candy Crush. C'est un jeu vidéo, on est d'accord? Personne? Ah, il y en a d'autres qui lèvent la main. Vous voyez que vous aimez les jeux vidéo.
Les jeux vidéo, c'est pas forcément Fortnite où le but c'est de tuer tout le monde. Un jeu vidéo, c'est à partir du moment où je joue. Tout simplement, il y en a, ils jouent au Scrabble sur leur téléphone. Ça reste une forme de jeu vidéo parce que ça reste du virtuel. D'accord ? Les jeux vidéo, aujourd'hui, on se rend compte que ça stimule énormément et ça nous demande d'être dans une capacité de pouvoir anticiper et de pouvoir interagir en direct live. Donc c'est très stimulant et c'est très bien parce que du coup, ça augmente les réflexes. Les personnes qui sont amenées à faire des jeux vidéo, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont des meilleurs réflexes que ceux qui n'en pratiquent pas. Et oui, comme quoi. Les dangers par rapport à tout cela, il y en a un petit peu quand même dans la culture du livre, c'est le fait de devoir tout réduire au par cœur. C'est-à-dire si je veux avoir un savoir, si je ne le connais pas par cœur, du coup je peux pas l'exploiter. Alors que grâce aux vidéos, par exemple, je veux savoir changer la roue de mon vélo, avant il aurait fallu que j'apprenne la technique et je sois dans du par cœur et que je connaisse la notice par cœur. Maintenant j'ai plus qu'à regarder la vidéo, ok, il faut que je mette une fourchette pour défaire le pneu et ainsi de suite et après j'arrive à m'en sortir. Les gros problèmes qu'on a aujourd'hui autour des écrans, et ils sont nombreux, et le premier évidemment c'est la dispersion. Et cette dispersion elle ne se passe pas que au niveau de la télévision. C'est les fameux enfants de la génération 80, les enfants de la télé, ceux qui adoraient le Club Dorothée, il y en a parmi nous, je le sais, voilà, vous êtes plusieurs, moi j'en fais partie. C'est-à-dire qu'on avait plaisir à changer un petit peu à la recherche d'un programme qui soit plus sympa, des fois même à la recherche d'une publicité. La publicité pouvait être attractive aussi. Donc on était beaucoup dans la pensée zapping. Cette pensée-là, aujourd'hui, on la retrouve finalement dans toutes nos actions, tous les jours, face aux écrans. Exemple, un parent qui joue avec son enfant, ils sont en train de faire une tour de Capla. Et puis là, hop, notification, tiens, attends, j'arrête de faire la tour de Capla à ce moment-là. Je regarde mon téléphone, je lis le message et je retourne à la tour de Capla. C'est une forme de dispersion. Qu'est-ce qu'il voit l'enfant à ce moment-là? Il voit que le parent s'est coupé de lui et qu'il s'est détourné de lui et qu'il s'est intéressé à un objet qui est donc le téléphone. Du coup, il va se dire, finalement, le téléphone est plus intéressant que les Capla. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, les enfants veulent tout le temps toucher au téléphone de leurs parents ou à la tablette, etc. Mais parce que finalement, la pratique parentale ou des adultes se dirige très souvent envers les téléphones. Ce qu'on voit aussi dans une réunion. Aujourd'hui, une réunion, dites, levez la main si vous... Qui fait des réunions dans son travail parmi nous? Beaucoup. Qui, lors de sa réunion, a observé qu'il n'y avait personne qui avait son téléphone portable? Levez la main. Vous, à vos réunions, personne n'a son téléphone. Personne ne regarde jamais son téléphone portable pendant la réunion. Eh ben bravo. Vous avez vu, il y a quand même la moitié des mains qui se sont levées. Aujourd'hui, encore une fois, pendant une réunion, dispersion. Pendant que la personne me relate des faits, eh ben, je vais quand même regarder un message, ou même des fois ça reste professionnel, un mail, etc. Mais on est quand même dans ce process de dispersion. Moi, je suis en train de faire la cuisine, à un moment donné, j'ai mon téléphone qui vibre. Plutôt que de finir ce que je suis en train de faire, ça m'arrive de me laver les mains, regarder le message, finalement, c'était une notification pas intéressante, donc du coup, j'y retourne, je me suis un peu lavé les mains pour rien. On a tendance à trop se déconnecter. Et ça, c'est un vrai problème, parce que chez le tout petit, si dès tout petit, il est dans cette pratique de dispersion, ça va être compliqué pour lui d'aller au bout de ses activités et de pouvoir mobiliser beaucoup de concentration. Chez ces enfants-là, du coup, ils sont un petit peu perdus dans la notion du temps et le rapport à finir une tâche. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les 4 révolutions numériques. Elles sont très importantes. On constate avec l'arrivée des tablettes, des smartphones, des ordinateurs perfectionnés puissance 10 000, la réalité virtuelle, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui du numérique a complètement révolutionné. Et il y a 4 révolutions. La première autour du savoir. Aujourd'hui, tout le monde a accès au savoir et tout le monde peut transmettre le savoir. Par exemple, Pinterest. Qui connaît Pinterest? Beaucoup de personnes. Super. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'application permet de pouvoir transmettre plein d'informations sur des thèmes que l'on souhaite. Par exemple, on va dessus, on fait rechercher, je veux avoir une petite vidéo sur comment faire un collier en perles. Et là, je vais avoir des milliers de vignettes de personnes qui ont, eux, proposé comment faire. Mais on peut retrouver des astuces sur comment faire pour ne pas s'ennuyer en voiture avec les enfants quand on a 10 heures de route. On peut avoir des exercices pour avoir un ventre ferme pour l'été. On peut avoir tout ce qu'on veut. Et les personnes qui divulguent ces informations ne sont pas forcément des professionnels, c'est des tout-venants. Et ce qui est pratique, c'est des fois, on trouve ça plus sympa d'avoir quelqu'un
qui ne soit pas justement un professionnel qui donne des infos parce qu'on se reconnaît plus facilement dans cette personne. La modification des savoirs a été incroyable. Wikipédia, par exemple. Tout le monde peut faire une page Wikipédia. Avant, il n'y avait que les grands éminents personnes qui pouvaient rajouter un mot dans le petit Robert. Aujourd'hui, on participe tous au savoir. Deuxième révolution, autour des apprentissages. Aujourd'hui, on n'apprend pas de la même manière qu'il y a 20 ans. Du coup, on utilise les supports numériques. On utilise aussi d'autres manières de penser et de réfléchir. Avant, dans les apprentissages, comme je le disais, on était beaucoup dans le par cœur. Aujourd'hui, les enseignants, ils ont arrêté de demander les choses par cœur. Ils donnent du sens aux apprentissages. C'est-à-dire qu'ils vont demander, par exemple, les tables de multiplication. Ils vont évidemment demander aux jeunes qui connaissent leur table, mais en même temps, ils vont donner des astuces et des manières de réfléchir qui ne soient pas juste récitées bête et méchamment. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'une année, tout ce qui avait été appris par cœur, si on dépasse 3 mois, les enfants ne se rappellent plus. Parce qu'ils ont mobilisé leur mémoire de travail, mais pas leur mémoire à long terme. A l'inverse, si on donnait d'autres astuces qui n'étaient pas à faire que du répéter par cœur, mais comprendre ce qu'on faisait, les enfants s'en rappelaient tout court. Exemple, on demande à un groupe d'enfants de lire un texte, et on demande à un autre groupe d'enfants de lire le texte et d'en faire un résumé. Au premier groupe, on leur demande de le relire une deuxième fois. Une semaine après, si on compare ce qu'il reste de leur connaissance, le groupe qui aura lu le texte une fois et fait un résumé s'en rappellera beaucoup plus que le groupe qui l'a lu 2 fois. Donc on est bien dans quelque chose qui est de comment je m'approprie un savoir et non pas dans je répète et je répète et je répète. Tout ça, ça a été beaucoup amené avec l'apparition des écrans. Troisième révolution au niveau de l'identité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus un, nous sommes plusieurs. Avant, on parlait d'individus, maintenant on parle de dividus. Oui, on a des pseudonymes, on a des avatars, on a des surnoms, on se retrouve dans plein de dispositions différentes. Pour tous ceux qui ont un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram ou Pinterest, souvent le nom qu'on donne n'est pas notre nom, c'est un surnom ou c'est un diminutif, etc. Quand on joue à un jeu vidéo, c'est la même chose, on est une nouvelle identité. Ce qui fait que finalement, tout ça, ça a modifié notre rapport aux autres. Et on le voit bien chez les ados, qui sont multiples. Ils ne disent pas les mêmes choses sur le réseau social qu'en vrai. Donc on voit bien qu'ils ont plusieurs personnalités. Tout ça font qu'ils sont une seule et même personne, évidemment, mais ils ne montrent que ce qu'ils veulent en fonction de leurs médias. Et on voit du coup que ça a beaucoup changé le rapport à l'identité chez les enfants. Aujourd'hui, les enfants ont beaucoup plus de facilité à se mettre en avant et à théâtraliser les situations. Vous demandez à un enfant, viens, on fait une petite vidéo et on va l'envoyer à tonton Karim pour ses 40 ans, le petit direct, il va venir, il va danser, il va faire le fou devant la vidéo. Parce qu'il a un rapport à soi et à l'image qui a été changé avec l'arrivée des écrans. Aujourd'hui, c'est normal de prendre tout en photo, c'est normal de tout filmer. Donc tout le monde a un rapport à soi qui est complètement différent. Il y a 20 ans, se voir à la télé, se voir sur une vidéo YouTube comme on peut le voir là, les personnes, c'était très rare, il n'y avait que les stars qui pouvaient faire ça. Ce qui fait que c'était assez confrontant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce qui fait que tout ça, ça a encore modifié notre rapport. Dernière révolution, c'est celle par rapport à tout ce qui est lien social. Comment on se comporte avec les gens qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est prêt à parler à plein d'inconnus, chose qu'on ne faisait pas vraiment avant. Sauf si parce qu'on était vraiment perdu et qu'on n'avait que ce moyen-là pour pouvoir avoir une info. Sinon, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on ne fréquentait que les gens qu'on connaissait, les gens qu'on avait rencontrés à l'école ou notre famille. Aujourd'hui, on est prêt à aller vers des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on est prêt à aller vers des gens vers qui on partage les mêmes choses. Exemple, moi, au bout de ma rue, il y a un incroyable comestible qui s'est mis en place. Est-ce que vous connaissez les incroyables comestibles? Oui, il y en a qui disent oui. Le principe, eh ben, c'est de partager un petit morceau de jardin, de travailler ensemble la terre et de planter ensemble. Et on se retrouve 2 fois par mois et à la fin, c'est jardin partagé et donc cueillette libre pour toutes les personnes de la ville. Ça crée du lien et en même temps, bah, on commence un petit peu plus à redonner des endroits, de végétaliser des endroits qui sont que bétonnés à la base. Et bien là, un groupe de personnes s'est réuni et aujourd'hui, ces 15 personnes-là, aucune d'entre elles ne se connaissait. Et aujourd'hui, elles se retrouvent 2 fois par mois parce qu'elles ont la même passion. On peut retrouver ça sur tout. On peut voir des groupes de gamers, pour ceux qui adorent les jeux vidéo, se retrouver et aucun ne se connaissait. Mais parce qu'ils aiment la même chose, ils vont accepter de se rencontrer. On voit ça sur des groupes de poker, on voit ça sur tout et n'importe quoi. Alors qu'avant,
Si je voulais aller faire du foot, je jouais au foot qu'avec les gens que je connaissais. Maintenant, si je vois qu'il y a un groupe qui s'est créé quelque part d'une chose qui me plaît, eh ben, je vais m'inscrire. On le voit aussi avec le Bon Coin. Maintenant, le Bon Coin, je suis prêt à vendre tout et n'importe quoi, ouvrir ma porte à des inconnus pour leur revendre ma table de je ne savais pas quoi en faire. Donc ces liens-là aussi ont été complètement modifiés, ce qui fait qu'on a un autre rapport à l'autre. Du coup, une fois qu'on a compris tout ça, et qu'on comprend que donc il y a 4 révolutions, il y a une nouvelle culture autour du numérique, et que notre rapport au numérique a été modifié, eh ben, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait du coup pour les enfants qui arrivent, les enfants de maintenant, qui sont dans cette nouvelle ère et qui, eux, sont nés avec le numérique. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, du coup, c'est la petite affiche que vous avez pu voir dehors, ou vous avez peut-être même vu sur Internet. C'est essayer de comprendre comment justement les accompagner. Pour cela, je vous propose le principe du triple A. C'est une règle qu'on peut appliquer à tous les âges. Je précise bien tous les âges parce que des fois on dit oui, tu vois, pour les enfants, mais c'est bien aussi pour les adultes. Le premier A, c'est l'alternance. Est-ce qu'on se donne les moyens d'alterner nos activités? Est-ce qu'on ne fait que des écrans toute la journée ou est-ce que finalement on fait autre chose? Pour un enfant, est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il dessine? Est-ce qu'il regarde des livres? Ou est-ce que finalement il se lève avec un écran, il se couche avec un écran et toute la journée, à part être allé à l'école, il ne fait que des écrans? Si on est dans ce rapport à l'alternance, finalement on est juste. Le tout, c'est justement d'en avoir conscience de cette alternance. Deuxième point, c'est l'accompagnement. Est-ce qu'on se donne les moyens d'accompagner les enfants dans ce qu'ils font? Alors quelquefois, on n'a pas forcément le temps de regarder le dessin animé avec eux, parce que justement, si on leur met un dessin animé, c'est pas pour être avec eux, c'est pour pouvoir faire autre chose. Mais du coup, est-ce qu'on se donne les moyens de lui en parler? De quoi ça parlait? Est-ce que c'était drôle? Est-ce que tu voudrais le revoir? Et que l'enfant, il soit en capacité de pouvoir le raconter. Si c'est pas le cas, c'est que finalement, le programme n'était pas adapté. Et par contre, si on ne se donne pas les moyens d'en reparler derrière, on ne peut pas vérifier ce genre de choses. Et c'est là où quelquefois on peut créer des peurs chez l'enfant parce qu'il s'est dit mince, j'ai vu quelque chose qui m'a fait peur mais j'ai pas eu l'espace pour en parler. Ou même des fois, des choses qui font pas forcément peur mais il n'a rien compris. Et le message qu'on lui envoie à ce moment-là, c'est toi qui es bête parce que tu aurais dû comprendre. Alors que si par contre on lui dit t'as raison, si t'as pas compris, c'est parce qu'en fait t'étais trop petit, j'ai pas fait attention, le programme n'était pas adapté. Là du coup le message c'est mince, il y a eu une erreur, c'est pas moi qui ai un problème. Les enfants ils interprètent très vite au premier degré tout ce qu'ils font. J'ai des petits messages. C'est bon? Oui, c'est bon. Troisième A, c'est l'autonomie. Permettre à l'enfant d'être autonome dans sa pratique des écrans. Aujourd'hui, les parents, c'est la première chose qu'ils relatent, ou même les professionnels, lorsqu'ils sont amenés à proposer beaucoup d'écrans dans leur pratique, c'est les enfants qui réclament, et on n'arrive plus à s'en sortir. Pour pouvoir leur permettre cette autonomie, il faut leur proposer un cadre. Et le tout, c'est que ce cadre soit toujours le même. Comme les rituels qu'on propose le matin, quand il se réveille, pour aller à l'école, ou pour aller dans le lieu d'accueil où il doit aller, l'enfant, en général, c'est toujours à peu près la même chose. Il se réveille, il doit s'habiller, ou peut-être des fois il prend sa douche, il va prendre le petit déjeuner, il va se laver les dents, etc. etc. C'est toujours la même chose. Parce que c'est toujours la même chose, ce rituel-là est contenant pour l'enfant, c'est sécurisant. Pareil pour les écrans. Si on se dit, les écrans, pas de souci, mais tu peux le soir, ou le lendemain il n'y a pas école, ou tu peux que le week-end, etc., et on ne déroge pas à la règle, finalement on se rend compte que pour l'enfant, parce que c'est posé, c'est comme ça, il arrête de titiller le cadre. Par contre, si tous les jours on change, il est complètement paumé, et là il va faire que réclamer. C'est pareil pour les bonbons. Si tous les jours, à chaque fois qu'il demande des bonbons, on lui dit oui, tous les jours il va en redemander. Bizarrement. Donc du coup, parce qu'il aura été dans un cadre posé, il sera en capacité de s'autoréguler et de se dire oui c'est vrai, demain il n'y a pas école, là j'ai le droit de demander. Ah oui c'est vrai, demain il y a école, je vais pas demander. Et du coup il n'y a pas forcément de discussion. Là où ça devient compliqué dans l'autorégulation, c'est arrivé à l'adolescence où là ils en ont très souvent besoin dans leur travail et du coup on va voir justement comment on peut faire. Est-ce que vous savez à partir de quel âge un enfant est en capacité de pouvoir s'autoréguler sans qu'il y ait un adulte qui lui dise « c'est bon, stop, arrête ». À partir de quel âge l'enfant il en est capable de cette autorégulation à votre avis? 7 ans? Plus? Moi je dis plus. Vous dites quoi? 12 ans? Moi je dis plus. Jamais, c'est vrai, il y en a, c'est chez le matin, on se dit jamais. Les adultes qui à 3h du matin sur le jeu, mais pourquoi tu viens pas te coucher? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la maturité du cerveau, elle permet cette autorégulation à partir de 20 ans. Quand on sait ça, les petites phrases
sur son enfant de 10 ans de « quand même, tu pourrais t'en rendre compte », eh ben non, il ne peut pas s'en rendre compte. Concrètement, le néocortex n'étant pas suffisamment développé à ce moment-là, bah, ça ne lui permet pas d'avoir cette compétence intellectuelle. Même s'il la comprend, même le tout petit, il comprend que ça fait longtemps, même s'il le comprend, ça ne veut pas dire qu'il en est capable. C'est comme si je demandais à un enfant de 6 mois, lève-toi et marche. Allez, fais un effort, lève-toi et marche. Il n'en est pas capable. Même si je le mets debout et que quand je le tiens debout, il serait capable de mettre son pied devant l'autre. C'est pas parce qu'il comprend que c'est ça qu'il faut qu'il fasse avec son corps que forcément il en a la compétence. Du coup, j'attaque avant 3 ans. Qu'est-ce qui se passe avant 3 ans? Est-ce que vous avez déjà vu ce sigle-là, PEGI? Oui. C'est sur les jeux. C'est sur les jeux. Qui décide de l'âge des jeux? C'est l'Union européenne? Raté. Ça aurait été bien. Les fabricants de jeux. Les fabricants de jeux. Puisque ce sont les fabricants de jeux et non pas une instance qui détermine l'âge, bah on sait que derrière, du coup, ça veut dire marketing. Donc évidemment, ça vous aide, ça vous aiguille, mais on se rend compte que pour beaucoup de produits, ils annoncent un âge et c'est pas toujours le cas. Moi, je le vois pour des jouets, le petit train en bois qu'on doit tirer comme ça et qu'on empile les petits morceaux en bois. Bah, il y a des boutiques, je l'ai vu à partir de 9 mois. Bah, dis donc, super. Si vous connaissez des bébés de 9 mois qui savent marcher, tirer le petit train et l'assembler, bah, j'aimerais bien les rencontrer. C'est la même chose, c'est pareil pour les produits alimentaires. On voit des choses, on voit des petits pots, des petits trucs au chocolat avec plein de sucre, etc. à partir de 6 mois. Et finalement, bah, derrière, on dit, bah non, on va attendre vraiment 1 an, voire 18 mois avant d'introduire telle chose. Donc on est vraiment dans du marketing. C'est pour ça que c'est important de se poser les questions. Quand j'achète un jeu, au-delà de l'âge qui a écrit, bah, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, et c'est bien d'en référer avec un professionnel de jeu. C'est là où des fois, on va juste sur les avis, si on commande sur Amazon, on voit que des étoiles, on voit 5 étoiles, on se dit oh, bah, le jeu il est bien. Mais des fois, c'est pas forcément en lien avec l'âge proposé. Les études dont je vais vous parler, ce sont des études qui ont été faites que à travers des écrans non interactifs. Donc je vais vous relater des situations qui sont compliquées pour le développement de l'enfant. On se rend compte en tout cas aujourd'hui que tout écran non interactif, donc ça va être la télé ou YouTube, tout ce qui va être des choses où l'enfant est en position passive, on se rend compte qu'il y a un effet délétère au niveau du développement du cerveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant apprend beaucoup par imitation, donc plus il va voir autour de lui des personnes faire de l'écran, plus il va vouloir faire de l'écran. Le top, ça serait qu'on puisse commencer à en parler dès la maternelle. Alors, du coup, les tablettes, c'est interactif, c'est pas non interactif. La question est, mais si je propose une tablette à mon enfant, ça serait chouette de le proposer le plus tôt possible, parce que je ne veux pas qu'il ait un retard technologique. Aucun problème, il n'y en aura pas. Si l'enfant il connaît la tablette que plus tard, il ne va pas acquérir un retard, donc on peut attendre un petit peu. En tout cas, puisque la tablette n'existe que depuis 8 ans, elle a été inventée en 2010, on n'a pas de recul suffisamment nécessaire pour dire c'est bien, c'est pas bien. On a des effets très positifs, mais on en a aussi qui sont négatifs. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir vous dire tous les tenants et aboutissants. Par contre, je peux quand même vous donner 2 dimensions qui sont vraiment importantes par rapport à la tablette. La première, c'est le rapport au corps. Je m'explique. Quand je fais de la tablette, je fais appel à mon index, des fois à mon pouce, si je fais des agrandissements, et c'est tout. Donc on est d'accord que d'un point de vue activité corporelle, c'est quand même très très limité. Du coup, on se rend compte que oui, c'est plaisant de pouvoir faire du coloriage sur la tablette, ou c'est plaisant de pouvoir faire un petit jeu ou quoi que ce soit, mais par contre c'est très limité en termes de développement corporel. Et le tout petit, l'enfant de moins de 3 ans, qu'est-ce qu'il est? Il n'est que mouvement. Il fait appel tout le temps que à ses 5 sens. Il aime manipuler, il aime bouger, il aime sauter. Donc le fait de pouvoir faire une activité qui soit de type tablette, finalement, ça mobilise que très peu de ses compétences par rapport à son âge. Donc on est vraiment dans une interaction qui est incomplète. Deuxième défaut, c'est par rapport au temps. Lorsque l'enfant il est sur une tablette, même s'il est en action, même s'il joue, même s'il fait du coloriage, il est dans une activité qui est éternelle, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un petit bonhomme qui lui fait « ça fait 2 heures que tu es là, il va falloir aller te coucher ». Il n'y a personne qui lui dit « stop ». C'est compliqué pour lui du coup de se repérer dans le temps qu'il y a passé et du coup de se dire « maman, ça fait longtemps ». Alors que quand il prend un livre, qu'est-ce qui se passe? Il prend le livre, il l'ouvre, il tourne les pages et le livre, une fois qu'il est fini, il s'est bien rendu compte que c'était fini. Il a cette relation au temps. D'ailleurs, on le voit bien,
quand un enfant, le soir, on lui dit « Allez, je te raconte une histoire », il prend le plus gros livre. Parce qu'il a bien compris que forcément, il y a plus de pages, donc ça dure plus longtemps. Cette notion du temps, il l'acquiert avec ça. On va au parc, on va dans un endroit où on va pouvoir jouer. Le fait de voir les autres enfants partir, le fait de voir le soleil qui commence un petit peu à se coucher, il va avoir ce rapport au temps, il se dire « Ah, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis là ». Par contre, quand il est face à la tablette, il est en immersion, il est dans un univers, c'est comme s'il était en état de présent éternel. Le petit personnage, en plus, il vieillit pas, il lui dit pas « Je suis fatigué » ou « Je vais aller aux toilettes ». Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour lui de se repérer. Alors du coup, pour la tablette, pour le moins de 3 ans, pour ou contre, à vous de faire vos propres expériences. Le tout, c'est de se dire, c'est quelques minutes, c'est pour jouer et c'est accompagné d'un adulte. Il faut voir ça un petit peu comme l'atelier peinture. Est-ce qu'un enfant de moins de 3 ans, je vais le laisser libre faire de la peinture ou est-ce que je vais être avec lui pour l'accompagner? C'est un petit peu ça le parallèle qu'on pourrait se faire. Par rapport aux écrans donc non interactifs, dont je vous parlais tout à l'heure, on va partir d'un prédicat qui est de plus de 2 heures par jour. Parce que c'est comme ça qu'a été faite l'étude, auprès de plus de 1000 enfants, par une Canadienne qui s'appelle Pagani et qui a fait tout cela au Canada. Canadienne, Canada, logique. Elle s'est rendue compte que quand elle comparait les différents groupes de population qu'elle a étudiés, il y a un énorme écart au niveau des acquisitions du langage. C'est-à-dire qu'elle a comparé donc un groupe d'enfants qui regardait moins de 2 heures la télé à un groupe d'enfants qui regardait plus de 2 heures, et elle a constaté qu'en moyenne, il y avait un écart de 1 mot appris par jour. Donc imaginez, sur la fin d'une année, on est à plus de 350 mots d'écart entre la population qui regarde la télé de plus de 2 heures et celle qui la regarde moins. C'est énorme pour un tout petit qui a moins de 3 ans, parce que finalement, il n'a pas un vocabulaire très très développé. On se rend compte aussi au niveau du poids qu'il y a vraiment un gros problème, et aujourd'hui, on se rend compte que les enfants ont plus de surpoids qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? 2 phénomènes. Le premier, l'enfant il ne bouge pas assez, puisqu'il est passif, il est devant l'écran, donc là où il était supposé bouger, il ne peut plus le faire. Donc, puisqu'il ne peut plus bouger, forcément, il commence il dépense moins, donc il stagne au niveau de tout ce qu'il aurait dû dépenser, prise de poids. Deuxième phénomène, c'est que beaucoup d'entre eux mangeaient en même temps que de faire de l'écran. Et là, du coup, le cerveau, qu'est-ce qui se passe pour lui? Le cerveau, il mange ce qu'il voit. C'est pareil pour nous adultes, hein. C'est pas que chez les enfants. Donc si, pendant que je suis en train de manger, je regarde un écran, mon cerveau ne voit pas que je suis en train de manger, puisque je regarde l'écran. Donc, mon estomac, qui lui a des informations, il voit plein de nourriture arriver, il se dit « c'est bon, moi je suis repu ». Il envoie des messages d'effet de satiété qui disent « c'est bon, arrête de manger ». Sauf que le cerveau, lui, vu qu'il n'a rien vu, il se dit « bah non, j'ai encore faim ». Donc il ne comprend pas trop, et puis il renvoie des messages qui est de « faut continuer à manger ». C'est ce qui fait que derrière, les enfants mangent plus, ils se resservent, ils ont encore faim, parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de satiété comme il se doit, et du coup, prise de poids. Mais classique pour nous, pour ceux qui vont au cinéma et qui se prennent un peu de popcorn, parce qu'on regarde le film, on est médusé, le popcorn il est descendu pendant le film, on n'a rien vu passer du popcorn. Bon après certes, le popcorn c'est pas un repas, etc. Mais c'est pareil, tout repas, vous verrez, tous les repas qui sont faits alors qu'on n'a pas conscientisé le repas, fait qu'on a plus vite faim, on a plus envie de manger que les repas passés entre familles, ou un bon repas, un bon dîner au restaurant avec des amis où on papote. Limite, on n'a plus faim, on peut même plus finir son assiette parce qu'on a vraiment pris du temps à apprécier son repas. Autre chose par rapport à son comportement dans la relation aux autres, les enfants qui font beaucoup d'écran ont tendance à être passifs. Ils ont des difficultés à prendre des décisions. Lorsqu'on les voit jouer à la récréation, c'est des enfants qui vont attendre qu'on leur dise quoi faire. C'est-à-dire, ils vont attendre qu'on vienne les chercher, et donc ils vont se greffer au groupe d'enfants, mais c'est pas eux qui vont faire « Eh viens, on joue aux cow-boys et aux indiens, et puis toi t'es gentil, moi je suis méchant, etc. » C'est des enfants, on va leur dire « Tu viens jouer ?» Ils vont faire « D'accord ». Mais du coup, c'est problématique, parce que s'ils commencent à développer ça chez tout petit, on voit qu'en grandissant, ils vont continuer à être comme ça, et avoir du mal, du coup, à prendre des décisions. En plus de ce comportement-là passif, ça développe un problème de non-reconnaissance des émotions des autres. Et du coup, ils ont du mal à développer de l'empathie. Donc lorsqu'ils vont voir une situation qui est un petit peu problématique, par exemple 2 enfants qui se tapent, pour eux, ça leur fera ni chaud ni froid. Donc là aussi, c'est problématique. Ils devraient être heurtés et se dire, bah non, là, il y a un problème, intervenir ou aller chercher un adulte. Et bien pour la plupart, ils se disent, bah non, qu'est-ce qui se passe? Ils ne voient pas le problème. Mais parce qu'ils n'ont pas été mobilisés et sollicités à se poser ce type de questions.
On voit également qu'il y a une réelle réduction d'intérêt en classe et des problèmes en mathématiques. Leurs résultats sont vraiment moins bons que l'autre groupe d'enfants. Et les derniers points, c'est par rapport à tout ce qui va être agitation. Mais ça, c'est souvent dû à la LED, la lumière bleue des écrans. Cette fameuse LED, on la trouve dans les téléphones portables, dans la tablette, dans les ordinateurs. Il n'y a pas à la télé. Il n'y a pas de cette fameuse lumière LED, il y a une autre luminosité. Mais cette petite LED, elle est faite exprès pour tenir en éveil. C'est pour ça que quand on est devant un ordi, on s'éclate les yeux, mais ça nous maintient en éveil. Donc si on laisse notre smartphone à l'enfant avant qu'il se couche, bah, cette lumière bleue va lui envoyer un message qui est de « reste éveillé ». Mais en même temps, il est fatigué, donc il a un double message qui est des fois aller dormir. Donc ce double message fait qu'il se transforme en gremlins. Et du coup, on ne sait plus quoi faire. Combien de fois on a fait un dîner? Moi, la première. On se dit, bon, on fait d'abord manger les enfants, après on leur met un film, et après, comme ça, nous, on dîne tranquille, et après, on va pour les ramener chez soi, et quand on va pour les ramener chez soi, ils se transforment, et c'est juste l'horreur. Et là, ils n'écoutent plus alors qu'ils sont fatigués, et en plus, on s'est dit, ben, t'as joué avec tes copains, t'as regardé un film, c'est devait être chouette, mais parce que tout simplement, on les a usés. Ils étaient fatigués, et le fait de se concentrer face à un écran, ça les a fatigués, pour peu que c'était sur un ordinateur, et là, ils sont cuits. Du coup, tout ça, ça crée beaucoup d'agitation. Et ça crée beaucoup de problèmes au niveau du coucher, parce que du coup, c'est des couchers dans les larmes, dans les cris, et du coup, c'est pas forcément confortable pour l'enfant. Aujourd'hui en France, depuis mars 2018, on a enfin une recommandation qui apparaît dans les carnets de santé. Mais que dans les carnets de santé, du coup, des enfants nés en 2018. Donc ces recommandations sont les suivantes. Avant 3 ans, on évite de laisser la télé continuellement allumée dans l'entourage d'un bébé, même s'il ne la regarde pas. Cas classique, la télé est allumée, le petit il est dans son transat, dos à la télé, donc on se dit, il ne la voit pas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ou il est sur son tapis d'éveil, il ne peut pas trop tourner la tête, il ne la voit pas, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qui se passe, même s'il ne la regarde pas, on se rend compte que ça crée beaucoup de stress au niveau du cerveau. Parce qu'en fait, l'enfant, il entend du bruit, il entend des choses, il ne les comprend pas forcément. Et en plus, c'est continu, il n'y a pas de silence. C'est très constructeur pour l'enfant qu'il y ait un petit peu de silence dans son quotidien. Donc le fait qu'il y ait la télé tout le temps allumée, bah, finalement, ça génère plus de stress que de rassurance pour lui. Même s'il y a des adultes qui disent « mais moi, s'il n'y a pas la télé, je suis stressé ». Du coup, bah, c'est quand même l'effet inverse qui se fait chez le tout petit. Autre chose, par rapport à la tablette, c'est de ne pas lui donner pour s'endormir, pour manger ou pour le calmer. Donc ça, c'est des conseils qui sont plutôt judicieux, et c'est chouette qu'ils commencent à apparaître dans ce type de document. Après, tout le monde ne se donne pas forcément les moyens de lire le carnet de santé. Du coup, pour les enfants qui ont moins de 3 ans, ce que nous on préconise, c'est finalement favoriser au maximum tout ce qui va être jeu traditionnel, tout ce qui va pouvoir être jeu d'imitation, et tout ce qui est fait appel à beaucoup d'activités où l'enfant, lui, est décisionnaire. Si l'enfant s'ennuie, parce que l'ennui est quand même le mal du siècle, et ben c'est génial. L'ennui permet de construire le cerveau et permet à l'enfant de pouvoir vraiment générer les choses par lui-même et de ne pas attendre qu'on pense à sa place. Donc si un enfant vous dit « mais je m'ennuie », il faut lui dire bah, « grand bien face, c'est bien, tu te développes ». Du coup, si on compare la place des écrans dans le quotidien d'un enfant, on se rend compte que bah, c'est quand même tout petit. Alors, avant de passer aux 3-6 ans, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour les tout petits? Dans ces cas-là, je vous jette le micro. Est-ce qu'il y a des questions pour avant les 3 ans? Non? C'est bon pour vous? Super. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe? On est entré en âge maternel. Moi, j'adore les maternelles. Ils sont tout petits, ils ont des grosses têtes et ils posent plein de questions. Donc, je suis fan des maternelles. Les maternelles, qu'est-ce qui se passe? Explosion du langage, donc ça y est, ils commencent à faire des vraies phrases, ils commencent à raconter des choses incroyables. Surtout quand un petit de 3 ans nous sort une phrase de « et qui plus est », on est fan, forcément. Il y a la théorie de l'esprit qui se met en place. Théorie qui est très importante dans le développement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Super, 2 personnes, théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, ça fait quand même super classe lors d'un dîner de dire « mon enfant a acquis la théorie de l'esprit ». On se dit « qu'est-ce qu'il raconte ?» La théorie de l'esprit, c'est la capacité pour l'enfant de comprendre que quand il sait quelque chose, lui seul le sait. Ou peut-être qu'ils sont plusieurs, mais en tout cas, quand il pense à quelque chose, tout le monde ne sait pas forcément ce à quoi il pense. Pendant longtemps, l'enfant croit que tout le monde sait ce qu'il pense.
Exemple facile pour vérifier cette théorie, la fameuse boîte de Smarties. On propose à un enfant qui a entre 3 et 4 ans une petite boîte de Smarties. On lui demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Si l'enfant va vous répondre des Smarties. Ouvre la boîte, il ouvre, et là qu'est-ce qu'il y a? Des raisins secs. Grosse déception. On lui demande de refermer la boîte et là on lui dit voilà, si quelqu'un rentre dans la pièce et qu'on lui montre cette boîte de Smarties, à ton avis qu'est-ce qu'il croit qu'il va y avoir dedans? Si l'enfant vous répond des Smarties, c'est qu'il a compris que seul lui avait l'information que c'était des raisins secs. S'il répond des raisins secs, c'est qu'il n'a pas encore acquis la théorie de l'esprit et qu'il croit que quand il sait quelque chose, tout le monde le sait. Cette théorie elle est très importante parce que du coup, une fois que l'enfant il a compris ça, ça veut dire qu'il peut mentir. Et aussi, non pas mentir pour le plaisir de mentir et de nous flouer, mais plus de vérifier qu'à chaque fois, quand il sait quelque chose, seul lui le sait. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre de créer après, par la suite, l'intimité, son jardin secret. Donc tout ça est très important dans le développement. Et ça sera aussi important avec l'apparition des écrans, la capacité à comprendre tout ce qu'on peut faire derrière, justement, avec notre intimité. On va en parler avec l'apparition d'Internet et le fait d'aller sur les réseaux sociaux. On parle justement d'intimité. Donc plus vite elle est installée chez l'enfant et plus vite on va pouvoir l'accompagner sur comment bien l'utiliser pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Et donc après c'est tout ce qui est jeu de faire semblant, imiter le maître, la maîtresse, le marchand, le docteur, etc. Tout ça fait partie de son quotidien en maternelle. Apparition du graphisme, ça y est, il se met à écrire, il commence à écrire son prénom, il commence à faire des bonhommes patates, il commence à réaliser que lui aussi peut créer des choses et non pas que les regarder. Donc c'est un moment aussi qui est très intéressant. Ce qui fait qu'on peut proposer à ces âges-là, s'ils veulent être dans l'utilisation numérique, d'être dans de la création à partir de photos. Donc il se prend en photo et puis après lui il peut, donc on imprime la photo, on le fait carrément sur l'ordi ou sur une tablette et lui il peut continuer à modifier des choses. Là on est donc dans l'acquisition de moi je suis capable de créer, je prends quelque chose que je connais et du coup je développe. Ça c'est intéressant à cet âge-là. En plus ça lui permet de encore mieux distinguer tout ce qui est entre réel et virtuel. Parce que à quel âge on est capable de savoir faire la différence entre le réel et le virtuel? Quel âge? 5 ans. 5 ans? 7 ans? 9 ans? C'est 7 ans, en moyenne. C'est pour ça qu'on parle de l'âge de raison. Être capable de faire la différence entre le bien et le mal, du coup le réel et le virtuel. Donc c'est important que si, dès tout petit, quand il est en maternelle, il peut s'exercer comme ça à faire ça c'est pour de faux, ça c'est pour de vrai. Et donc le fait de faire ce type d'activité va lui permettre encore plus de comprendre tout cela. On le voit aussi s'il voit un petit dessin animé, c'est sympa après par la suite qu'il puisse raconter l'histoire carrément avec ses petits bonhommes, ses petits personnages. Il prend ses Playmobil et là il dit voilà, il y a Vaiana, elle a fait ça et puis du coup elle est allée sur l'île, elle a pris un bateau. Et c'est chouette parce que ça veut dire qu'ils se réapproprient l'histoire à travers leur propre jeu. Donc c'est comme ça qu'ils mobilisent leur intelligence narrative. Les inconvénients par rapport aux écrans, si on regarde les écrans donc non interactifs, on se rend compte qu'ils sont très nombreux. 80% des programmes pas adaptés, c'est pas rien quand même. Sur quels critères on se base? Déjà, entre 0 et 10 ans, tout est dans le même panier. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à partir de 10 ans qu'on est à moins de 10 ans, après moins de 12, moins de 16, moins de 18, mais avant 10 ans, c'est bon, tout est pareil. Sauf qu'on est d'accord qu'un enfant de 10 ans, il ne comprend pas les choses de la même manière qu'un enfant de 2 ans. Donc ça serait peut-être chouette, d'ailleurs on y travaille avec l'association, d'essayer de mettre quelque chose où on peut mettre un indicateur de l'âge, même pour des dessins animés, même pour des programmes en dessous de 10 ans, même s'ils ne sont pas dangereux, ne serait-ce que dans la compréhension. Il n'y a rien de plus horrible pour un enfant, encore une fois, de regarder quelque chose et il ne comprend pas alors qu'on lui a donné une information qui était « tu dois comprendre ». 80% non adaptés parce que, quand on regarde par exemple la chaîne Gulli, la plupart des dessins animés sont à partir de 8 ans. Sauf que c'est souvent des enfants plus jeunes qui regardent. Après, on va se baser sur la qualité graphique. Beaucoup sont des dessins animés qui ne sont pas très beaux, esthétiquement, et qui ne sont pas représentatifs de la réalité. Après, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui soit forcément très réel, mais par exemple, si je prends Choupi, il existe en dessin animé, il existe en livre, est-ce que vous savez quel animal c'est? J'aime bien parce que souvent il y a divergence. Un pingouin. Est-ce qu'il y en a qui pensaient que c'était un autre animal?
Non, il y en a, ne sait pas. Un être inventé, c'est ça. Un être bizarre. C'est ça. Mais du coup, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est comme animal. Et du coup, bah, il a pas de doigts. Mais alors, du coup, on se dit, bah, c'est normal s'il a pas de doigts puisque c'est un pingouin, mais il a quand même un pouce. Voilà, bah, c'est ce genre de petites choses qui fait que, du coup, pour l'enfant, c'est difficile de se représenter réellement les choses si les choses ne lui sont pas réellement représentées. Après, on n'est pas obligé, encore une fois, d'être que dans quelque chose de très réel, mais si on peut être dans une qualité graphique, c'est quand même du plus. Autre point, c'est au niveau de l'histoire, la trame principale des histoires aujourd'hui des dessins animés, c'est qu'il y en ait un qui tue un autre, ou qui le mange. Et ça, on peut regarder les Tex Avery, c'était déjà comme ça. Tous les Tex Avery, pour la plupart, sont comme ça. Hein, Titi et Grominet, Tom et Jerry. Donc les enfants, ils adorent. Mais du coup, il y a quand même un engramme qui passe, il y a un message qui passe, qui est de « c'est rigolo quand je tape l'autre, c'est rigolo quand je fais du mal, c'est rigolo quand je cherche à le manger ou à le tuer ». Donc après, derrière, bah, à la récréation, c'est rigolo de jouer à la bagarre, c'est rigolo de taper l'autre, c'est rigolo de vouloir lui faire du mal. Bah, faut pas s'étonner. On se dit « ah non, moi j'adore Tom et Jerry ». Mais moi, la première, moi je sais que quand quelqu'un se cogne dans la rue, j'ai beau me dire quand même intellectuellement c'est pas très bien, la personne doit souffrir, ça me fait mourir de rire. Et je pense que les dessins animés ont créé un engramme chez moi qui est de on se cogne, c'est drôle. Difficulté de mettre du sens sur les images, donc c'est ce que je disais. Les enfants, quand ils voient des choses, des fois ça se passe très vite. Il faut savoir qu'il y a entre 24 à 36 images à la seconde lorsqu'il y a des dessins animés, c'est quand même beaucoup. Le cerveau de l'enfant n'étant pas suffisamment mûr, mais des fois il ne comprend pas. Du coup, ça lui demande une hyper concentration. Du coup, il se met en apnée, il ne respire plus. On les voit, ils sont comme ça. Ils sont tout rouges, donc forte émotion qui se passe à ce moment-là. Ils sont en charge, et dès que le dessin animé est fini, paf, ils montent. J'en veux un autre, j'en veux un autre. Et alors, du coup, on est tout souvent mitigés entre eux. Est-ce que je dis oui, et du coup ça va être calmé, ou est-ce que je dis non, parce que j'ai peur que ce soit pire. En général, quand on dit oui, c'est souvent pire après. Alors qu'on se dit, bah, c'est pas cool parce que j'avais dit oui alors que normalement. Bon, bah, parce que forcément, il a utilisé toute l'énergie qu'il avait en lui. C'est comme le téléphone, il a 2% et vous vous dites, allez, c'est bon, je peux me faire une série sur Netflix. Non, bizarrement, il s'éteint. C'est pas possible, il n'y a pas assez d'énergie. C'est la même chose. L'enfant, s'il veut un autre alors qu'il est déjà dans des états pas possibles à la fin de 1, autant vous dire, il ne sera pas en capacité de faire le deuxième. Les jeux vidéo, parce qu'il en existe, détourne beaucoup l'enfant de ses activités principales, qui est de bouger et de se mouvoir. Et on sent du coup, du fait que ça les détourne de son activité principale, ça accapare beaucoup son attention. Et les enfants qui vont faire des petits jeux vidéo, moi j'en connais, avant d'aller à l'école, ils font des petits jeux vidéo pour s'occuper. Et du coup, arrivés en classe, bah, ils ont plus d'énergie pour travailler. Parce qu'ils ont utilisé toutes leurs compétences, enfin toute leur énergie, pas leurs compétences. Du coup, bah, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer du coup ? Quels seraient les petits outils qu'on pourrait mettre en place? C'est essayer de voir combien de temps d'écran, chacun fait ses propres règles. Tout ce qui va être télévision et ordinateur dans les pièces communes. Moi, quand j'interviens, j'aime bien demander est-ce qu'il y a des enfants qui ont leur... Est-ce que chez vous, pour ceux qui ont des enfants, est-ce qu'il y en a qui ont une télé dans leur chambre pour des moins de 6 ans? Non. Là, je suis intervenue la semaine dernière dans une école. Et pour les enfants en maternelle, un enfant sur 2 avait un écran dans sa chambre. Parce que c'était une chambre avec plusieurs enfants. Et donc du coup, bah, parce qu'il y en a un plus grand qui l'utilise pour faire des jeux vidéo ou quoi que ce soit, bah, du coup le plus petit bénéficie de tous ces outils-là. Programme adapté, on essaie de jouer à plusieurs. Si on se dit, allez, moi j'adore les jeux vidéo, mon enfant aussi, bah, on privilégie des activités à plusieurs, comme ça nous permet de pouvoir en parler et le faire parler et de voir aussi qu'est-ce qu'il fait. Donc avant 6 ans, voilà la place de l'écran. On voit encore une fois que c'est quand même tout petit. Si on parle d'alternance, on est beaucoup dans jouer, dessiner, lire, faire du sport et en dernier, faire un petit peu d'écran. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au CP, CE1, CE2? Les petits primaires. Pas de questions? Si, non? Vous hésitez, peut-être à la fin? Pas de souci, je continue. Alors qu'est-ce qui se passe? Arrivé à 6 ans, donc on commence à parler de vraiment on peut se lancer dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, comme je le disais tout à l'heure, on va augmenter la capacité à pouvoir avoir de meilleurs réflexes. Et on se rend compte aussi,
ça développe plein d'autres choses. L'enfant, ça y est, puisqu'il sait lire et écrire, lorsqu'il va commencer à faire des jeux, il va pouvoir lire en même temps les informations et jouer. Et on se rend compte qu'ils sont capables de pouvoir innover, de pouvoir collaborer, de pouvoir émettre des stratégies. Et tout ça, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à un adulte. On lui demande de pouvoir faire ça en groupe. Donc si l'enfant a commencé à développer ce type de compétences dès tout petit, c'est une vraie plus-value pour plus tard. En plus, on se rend compte que très souvent, ils sont en très bonne capacité à gérer leur stress. Parce qu'ils sont dans du plaisir. Lorsqu'on fait une partie de jeu vidéo, c'est stressant parce qu'il faut réussir avant que le temps s'arrête. Et puis en plus, il y a ça, il se passe ça, il y a plein de choses. Mais en même temps, parce que c'est amusant, eh ben, je serai en capacité à pouvoir gérer mon stress. Alors que quand je fais quelque chose que je n'aime pas et que je suis en situation de stress, j'ai moins de facilité à gérer. Si je m'entraîne dans des situations plaisantes à gérer mon stress, bah, ça sera beaucoup plus facile pour moi après de pouvoir le gérer, peu importe la situation, qu'elle soit plaisante ou pas. Donc ça permet ça du coup, les jeux. Les dangers, et ils sont nombreux, le premier ça reste les contenus violents. Aujourd'hui, beaucoup trop d'enfants qui font des jeux, filles comme garçons, font des jeux qui ne sont pas de leur âge. Il y a un jeu aujourd'hui, c'est le jeu du moment, c'est Fortnite. Qui connaît? Beaucoup. Ce jeu esthétiquement, il est très beau. Les concepteurs ont été très forts, ils se sont dit comment on va faire. En plus, ils ont été malins parce qu'il n'y a pas de sang. Donc ils se disent, il n'y a pas de sang, du coup il n'y a pas de sang, ça passe. Ceci dit, il est quand même à partir de 12 ans. Et aujourd'hui, des enfants de 6-7 ans y jouent. En plus, les parents se font avoir quelquefois parce qu'ils ne se posent pas la question, ils n'y voient pas le problème. Et c'est de la méconnaissance plus de je m'en foutisme. Il est gratuit au début. Au début, comme pour tout. Donc, on peut le télécharger gratuitement. Donc, les parents ils se disent, bon bah super, on télécharge, on a quelques jours gratuits. Très bien, et puis bah, si finalement c'est pas ça ou quoi que ce soit, on pourra arrêter. Mais le fait est que bah, du coup, l'enfant il va être quand même en capacité à pouvoir faire un jeu qui est encore une fois pas de son âge. Du coup, on est confronté à des jeunes qui commencent à faire des jeux donc pas de leur âge, où ils se disent c'est génial, je fais des jeux de grands, et en même temps, intellectuellement, ils sont pas en capacité de prendre le recul nécessaire pour se dire bah, c'est quand même un petit peu grave de prendre du plaisir à tuer des gens. Il faut se poser des questions. En plus, ce sont des jeux qui, pour la plupart, peuvent se jouer en réseau. Et donc, les enfants, ils ont envie de jouer en réseau. Mais on va voir, finalement, Internet, c'est bien d'attendre un peu plus longtemps. Parce que qui dit réseau, qui dit possibilité de rencontrer d'autres personnes. Et là, on voit encore aujourd'hui, il y a trop de manipulations sur Internet. Il y a trop de jeunes, vraiment jeunes, pour moins de 9 ans, qui ont été amenés à rencontrer virtuellement des personnes qui ont eu des propos déplacés ou en tout cas qui ont voulu avoir des informations sur eux. Tu habites où, t'as quel âge, t'es à quelle école, etc. Et ils n'y voient pas le problème. Mais parce qu'ils sont immatures, ils ne peuvent pas se poser ces questions-là. C'est pour ça que c'est très important de s'il y a un accès à un jeu vidéo, bah du coup, c'est sans Internet. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme petite règle? Donc c'est ce que je viens de dire, pas d'Internet, on respecte l'âge indiqué sur les jeux. On parle de l'intimité et du droit à l'image. Alors ça, c'est par rapport à ceux qui commencent à utiliser YouTube. YouTube est le réseau social le plus utilisé aujourd'hui en France. Donc il a détrôné tous les autres réseaux. On parle de réseau parce qu'on peut parler en communauté, on peut créer des sous-groupes, etc. Les jeunes adorent passer des heures à regarder des vidéos. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas conscience que quand ils publient une vidéo, bah, du coup, c'est leur intimité qu'ils mettent en jeu. Donc c'est vraiment leur rappeler quel est le droit à l'image. Est-ce que je peux faire une vidéo de mon voisin et sans lui en parler et la mettre sur YouTube? Un enfant de 7 ans ne se rend pas compte que bah, c'est grave ce qu'il fait. Un enfant de 9 ans, déjà, il a un petit peu plus de recul. Donc on va en parler. On l'invite à fabriquer ses propres images. Si les enfants veulent faire des vidéos ou créer des choses, bingo, il faut les encourager. C'est super chouette. Mais toujours dans un accompagnement, avoir un regard sur ce qu'ils font pour pouvoir comprendre si c'est juste ou pas. Et toujours parler ensemble de tout ce qu'ils font. Donc si on va sur YouTube, on va privilégier YouTube Kids. Vous connaissez ? YouTube Kids a pour avantage d'avoir que des programmes pour les enfants. Donc pour l'enfant qui va vous voler votre téléphone sans vous vous rendez compte, ou qui va aller sur la tablette et aller directement sur le raccourci YouTube, l'avantage de YouTube Kids, c'est que c'est que pour les enfants. Vous avez même une deuxième option à l'intérieur qui est de, vous faites un accès limité, et c'est vous qui avez présélectionné les vidéos auxquelles il a le droit de regarder. Ce qui fait que bah, vous avez décidé qu'il peut regarder que ça. Vous faites votre petit compte YouTube Kids et du coup l'enfant il peut voir que ça. Donc c'est plutôt pas mal.
On a comme jeu vidéo, on a Scratch. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ouais. Ouais, ben voilà, les jeunes connaissent. Et alors, vous aimez ou pas? Non. Trop dur? J'en ai fait à l'école. Ça se fait au collège. Au collège. Et c'était dans quel cadre que c'était utilisé? La technologie. En techno, oui, souvent. Et en maths. En maths. L'avantage de Scratch, c'est de comprendre les mathématiques, la géométrie, le codage. En fait, c'est comment on fait un jeu vidéo. En gros, c'est le b.a.-ba de comment on fait un jeu vidéo. Après, si on n'est pas très jeu vidéo, on va pas forcément aimer. Par contre, si on est très jeu vidéo, c'est vraiment un très bon pas en avant pour pouvoir se lancer. Minecraft, qui connaît? Et alors, vous aimez ou pas cette fois-ci? Ah, ça oui. Minecraft, le but, c'est de construire des choses. Tout est fait en pixels et c'est quand même super chouette. Ça permet de créer beaucoup d'univers et de collaboration. C'est un jeu qui est vraiment recommandé au niveau des jeux vidéo. C'est l'un qui est le mieux, je trouve. Donc voilà, si on regarde, avant 9 ans, la place des écrans commence à prendre une place un peu plus importante. On parle de fabrication aussi. On n'est plus dans l'écran passif, mais plutôt dans l'écran actif. Mais ça reste quand même l'activité la moins dans l'alternance. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque les préadultes? Non, toujours pas. Vous ne serez pas brûlés sur le bûcher, vous inquiétez pas. Alors, du coup, on commence à découvrir Internet, qui est quand même quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet. C'est juste incroyable. Les jeunes, quand ils commencent à découvrir ça, ils se disent « mais c'est génial, on peut tout trouver ». On commence du coup, qui dit Internet, qui dit jeu en réseau, et qui dit aussi premier téléphone portable. Est-ce que vous savez à peu près à quel âge, en moyenne, les jeunes ont un téléphone? Entrée au collège. On se rend compte maintenant que ça commence un petit peu à reculer, et on parle même de CM2. Il y en a même en CM1 qui ont un téléphone. Alors, plusieurs cas de figure. La plupart du temps, quand ils ont un téléphone et qu'on leur demande « mais pourquoi tu as un téléphone ?» La réponse donnée, c'est quoi? Ça rassure les parents. Ça rassure les parents. Bravo, vous avez gagné. C'est ça, c'est exactement ça. Ça rassure les parents. Donc les enfants, ils sont bien contents que les parents soient inquiets, comme ça ils ont un téléphone. Après, il y a d'autres cas de figure, c'est les enfants dont les parents sont séparés parce qu'on ne veut pas passer par l'autre parent pour appeler son enfant. Et donc là, on peut avoir ce cas de figure-là et ça serait encore autre chose. Alors, Internet devient un droit. Ce qui est intéressant à voir, c'est que parce que ça devient un droit et il commence à pouvoir divulguer des infos ou se référencer à des choses, c'est que le jeune puisse comprendre qu'une information sur deux aujourd'hui est une fake news. Donc s'ils sont amenés à faire des recherches sur les informations aujourd'hui, sur les faits divers, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, etc., il faut quand même leur donner ce point de cela qui est de attention, une info sur deux est fausse. Du coup, c'est leur donner des outils pour comment vérifier. Donc comment vérifier l'origine d'une photo? Aujourd'hui, il y a des petits sites assez faciles, vous copiez-collez le lien de la photo et puis finalement, vous allez retrouver tous les historiques de combien de fois cette photo a été utilisée et finalement de voir la première fois quand est-ce qu'elle a été utilisée. Il y a une petite vidéo comme ça qui est assez intéressante où on voit une petite fille qui est dans la boue avec son petit chien. Et du coup, on voit, ça y est, de nouveau, des attaques auprès d'enfants dans tel pays, en Australie, des enfants qui sont de nouveau utilisés en esclaves, etc. Enfin, un article assez choquant. Mais finalement, quand on copie-colle la photo et qu'on retrouve le lien, on se rend compte que cette photo a gagné un prix il y a quelques années comme étant l'une des meilleures photos sur la relation enfant-animal. Rien à voir. Comme quoi, on peut faire parler des photos, on peut faire ce qu'on veut. Mais du coup, parce que le jeune va commencer à rentrer dans cette jungle qui est Internet, il faut quand même lui donner un minimum d'outils pour pouvoir l'utiliser. Distinguer toujours l'intime et le public, ce dont je parlais tout à l'heure. Aussi, le droit à l'image, c'est important. Et aussi, du coup, sensibiliser les adultes sur comment ils utilisent l'image de leurs enfants. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'enfants qui sont à la première page, que ce soit sur Instagram ou Facebook. On voit énormément de personnes qui divulguent des photos de leurs enfants. Même si c'est eux qui ont l'autorité parentale, le droit à l'image revient quand même à l'enfant. Est-ce que l'enfant est au courant que tout le monde voit des photos de lui? Plus tard, lorsqu'il va vouloir avoir un job, les personnes qui vont vouloir l'engager vont pouvoir retomber sur ces photos-là. Donc c'est important quand même. Du coup, qui dit Internet, qui dit contrôle parental, vous avez Qwant, qui est gratuit, qui est français, qui est vraiment pas mal.
En tout cas, n'utilisez pas Google. Google, il y a 0 filtre. Donc l'enfant, il peut taper tout ce qu'il veut, il trouvera tout ce qu'il veut. C'est important d'avoir un contrôle parental aussi. Ça existe aussi sur les téléphones, et surtout pour les jeunes sur téléphone. Donc comprendre les 3 règles d'Internet, tout tombe dans le domaine public. À partir du moment où je vais diffuser quelque chose, tout le monde pourra y avoir accès. En plus, ça y reste éternellement. Donc même si je crois avoir supprimé ma vidéo YouTube, et ben mine de rien, les droits appartiennent à YouTube, et si un jour ils ont envie de la réutiliser, et ben ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Et en plus, tout ce qu'on y trouve est indécidable. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand je vais faire une recherche, je ne sais pas quels sont les liens qui vont apparaître. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. La dernière fois, je suis intervenue auprès d'une classe, et la petite, elle me dit, bah moi, j'ai pas aimé parce que je devais faire un exposé sur la poule, et quand je suis allée dans Google Images, et ben j'ai pas vu que des poules. Bah ouais. Donc du coup, ça arrive très très vite. Alors que les enfants ne sont pas forcément dans une motivation de voir des choses choquantes, c'est souvent, ils ont subi la situation qui était gênante, voire traumatisante. Alors les avantages, bah, c'est tout ce qui va être motivation pour les jeunes à commencer à jouer en réseau, ceux qui font des jeux justement, qui vont jouer à Minecraft ou qui vont faire d'autres jeux. Le fait de pouvoir se dire « Ah, trop bien, je rentre chez moi et je vais pouvoir jouer avec mon copain. Je vais pouvoir jouer avec ma copine et puis demain, on va pouvoir en reparler. » Ça crée un lien qui est vraiment un peu plus fort, ça le consolide. Pour les jeunes qui ont des difficultés à prendre la parole dans un groupe en vrai, qui ont des difficultés à trouver leur place, s'ils sont très forts dans un jeu vidéo, ça leur permet du coup de pouvoir avoir une place dans le virtuel. Et du coup, le lendemain, quand ils vont à l'école, ils vont être reconnus comme étant un très bon joueur. Donc du coup, ça consolide quelque chose. C'est plutôt chouette. Tout le monde peut trouver sa place. Au niveau des dangers, encore une fois, c'est tout ce qui va être violence. Il y a encore beaucoup trop de jeux qui sont joués alors qu'ils ne sont pas encore en âge de pouvoir y jouer. Et donc, on voit des comportements violents chez les jeunes. Qui trouvent ça normal de réagir comme ça, ou qui trouvent ça normal d'avoir des propos aussi. On est beaucoup dans des propos, d'un langage qui est très grossier, mais parce que quand ils font des jeux vidéo, même si des fois les jeux vidéo ne sont pas des jeux vidéo violents, c'est le chat en ligne qui l'est. Les personnes qui insultent, qui donnent des choses, des fois, pour l'avoir vu et vécu, on se dit, mais qui sont ces joueurs qui se permettent d'insulter comme ça? Et le petit qui a 9 ans, il se dit, non mais c'est quoi ça? Donc du coup, ils prennent ça comme argent comptant et ils reproduisent. Le temps et les difficultés passées font que c'est très chronophage. Mais même nous adultes, combien de fois on reste sur notre téléphone pour voir un message et puis finalement on regarde un mail et finalement ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Bah, chez les jeunes c'est la même chose, ils vont se dire un peu et puis ils ont du mal à s'arrêter. C'est compliqué. Si on voit qu'un jeune fait que des jeux vidéo, il n'est plus dans l'alternance dont je vous parlais, ça cache forcément quelque chose. Le tout, c'est de savoir quoi. Est-ce que ça se passe bien à l'école? Est-ce que ça se passe bien avec les copains? Est-ce que ça se passe bien avec les parents? Mais en tout cas, c'est pas le jeu vidéo le problème, c'est que ça cache un problème. Alors du coup, à ces âges-là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme petite règle? Donc on explique bien la règle des 3 règles d'Internet. Tout ce qui est droit à l'image et l'intimité. Et pour finir, combien de temps on passe devant les écrans? Donc là, on commence à arriver à quelque chose qui est comme un statu quo. Entre 9 et 12 ans, on arrive dans une alternance quasiment égale. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux plus de 12 ans? Eh bien, on continue. Les réseaux sociaux. Depuis combien de temps ça existe, les réseaux sociaux? « 80-90 » 2000, avant, il y avait MySpace. En fait, les réseaux sociaux, ça existe depuis la nuit des temps. C'était une phrase, c'était une question piège. Ce sont les réseaux sociaux dits numériques, virtuels, qui existent en effet depuis les années 90. Alors, les réseaux sociaux, aujourd'hui, le gros business, c'est de se faire de l'argent. Et du coup, quand on voit comment c'est utilisé, le tout c'est de comprendre les tenants et les aboutissants de chacun. Alors aujourd'hui, Facebook, il faut savoir que c'est pour les vieux. Je sais, je fais partie des vieux. Si je parle à un jeune, pour tous ceux qui ont moins de 20 ans, ils n'utilisent pas Facebook. C'est pour les vieux. Ils sont sur Instagram, Snapchat, ces derniers là, ces petits fantômes. Mais alors Facebook, on est d'accord, c'est pour les vieux Facebook. Bah oui, ils sont morts de rire, ils se disent ah c'est trop la honte.
Alors, ils peuvent être amenés à l'utiliser, mais comme bottin. Ces gens, ils cherchent quelqu'un, ils vont taper le nom. Chacun a une page, mais elle n'est pas alimentée. C'est juste pour envoyer un message, en fait. C'est une manière de juste pouvoir rencontrer en contact. Mais ils peuvent aussi le faire sur les autres réseaux. Donc Facebook, nous, on peut être amené à l'utiliser. Le principe de Facebook, c'est de pouvoir se connecter avec tous les amis que l'on souhaite et de divulguer des infos, des recommandations ou diffuser des photos ou mettre un commentaire sur le repas qu'on a mangé aujourd'hui. Instagram, qui a été racheté par Facebook, c'est des photos, voire même des mini-vidéos. Et l'idée, c'est pas de donner de texte. Contrairement à Facebook, on va donner beaucoup de texte. L'idée, c'est de faire des hashtags, les fameux hashtags, le petit dièse. Alors, à quoi ça sert les hashtags? Souvent, on me demande. Ben, c'est juste que tous les mots qu'on va mettre entre chaque hashtag, eh ben, ça va permettre à des personnes qui mettent ces mêmes mots dans leur profil d'avoir un lien avec vous. Par exemple, si moi je fais hashtag conférence, toutes les personnes qui vont avoir sur leur profil un hashtag conférence verront ma photo. Donc si vous mettez hashtag Bergerac, eh ben, vous verrez toutes les personnes qui ont mis Bergerac, tac, seront en lien avec ce que vous faites. C'est pour créer du lien entre chaque action que vous menez. Donc tous les mots que vous allez mettre, ça va ramener des personnes vers vous. Snapchat, c'est encore autre chose. C'est une manière de pouvoir communiquer, s'envoyer des messages, s'envoyer des photos. Et en plus, on peut avoir des photos éphémères. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'option de que la photo soit vue une fois, deux fois, elle reste éternellement ou elle disparaît. C'est ce côté éphémère qui a beaucoup plu aux jeunes de se dire, j'envoie une photo, elle sera vue que quelques secondes et après, elle ne pourra plus rester. On peut la capturer. Mais on peut la capturer, on est bien d'accord. Mais au tout début, il n'y avait pas ce réflexe-là de capturer. À savoir que chaque snap envoyé, ça donne de l'argent à Snapchat. Donc à chaque fois qu'on envoie une flamme, ils gagnent de l'argent. Donc eux, ils se disent, tiens, il y a une flamme qui a été envoyée à tel endroit, par telle personne. Ils vont fureter les cookies, ils vont se dire, tiens, cette personne, elle aime bien les bots. J'ai vu, elle a fait plein de recherches sur Sarenza, etc. Donc du coup, la prochaine fois qu'elle se connectera sur Snapchat, je vais lui bombarder de pubs sur les bots. C'est exactement ça. Donc les jeunes qui sont amenés à fureter un peu à droite à gauche vont être bombardés de pubs, et plus ils vont faire de snap, et plus ils vont être bombardés. Donc forcément, le produit, c'est nous, il faut le savoir. Le deuxième point de Snap, et c'est là-dessus où ils ont été très 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 forts, c'est justement sur ce système de flamme. C'est-à-dire que quand je suis en lien avec quelqu'un, si je lui écris tous les jours, eh ben, je vais augmenter mon nombre de flammes. Donc par exemple, j'envoie des messages à Caroline, j'envoie un message, elle m'en renvoie un, mais il ne faut pas que ça soit juste un message écrit, il faut que ce soit une photo prise sur le moment. Donc ça demande d'être dans l'instant présent. Donc là, maintenant, tout de suite, j'envoie une photo de mon ordinateur, elle me renvoie une photo. Et on fait ça tous les jours. Arrivé au bout de 3 jours, ben, je suis à 3 flammes. Arrivé au bout de 17 jours, je suis à 17 flammes, et ainsi de suite. Plus je continue, plus ça augmente mon nombre de flammes. Donc il y a des jeunes aujourd'hui, ils ont 557 flammes, ça fait plus d'1 an qu'ils communiquent comme ça tous les jours. Par contre, il y a un jour, on s'en va pas de flammes, on retourne à 0. Ils ont peur de perdre ces flammes-là. Peur de perdre ces flammes, ça sous-entend je coupe le lien, et pour les jeunes, c'est trop dur de couper le lien. C'est important d'être en lien. Et du coup, bah, plutôt que de dire c'est nul, ça sert à rien, c'est de se dire bah, pour ce jeune-là, c'est important. Et il y en a, c'est impensable de se dire avoir à un moment donné de ne pas avoir de Wi-Fi. Ils partent un week-end à la Pampa. Quoi, j'aurais pas de Wi-Fi? Mais c'est pas possible, il faut que j'envoie mes flammes. Donc plutôt que de dire ça sert à rien, c'est vraiment les accompagner en disant bah, moi en tout cas je comprends que pour toi c'est très très important d'être toujours en lien avec tes amis. Et de pouvoir en échanger en tout cas. Mais voilà Snapchat, du coup ça demande un investissement, ils sont sûrs d'avoir des snaps tous les jours. Ils ont été balèzes. Les avantages, ça crée du coup une relation sociale très importante, c'est-à-dire que ça permet de pouvoir parler avec le monde entier. Moi par exemple, je peux parler avec mes cousins au Canada, grâce à Facebook, on peut s'envoyer des messages, etc. Avant on le faisait, on s'envoyait des mails, mais c'était compliqué. On était toujours, on a essayé de se capter à des heures pas possibles, etc. Là tiens, je vois qu'il est connecté, génial, on se parle, etc. Donc c'est une expérience sociale assez incroyable. Ça a permis la révolution arabe quand même en 2015, donc c'est pas rien, Facebook peut vraiment permettre énormément de choses beaucoup plus positives qu'on ne le croit. Ça permet de développer la pensée visuo-spatiale, c'est-à-dire que je suis en capacité de pouvoir aller dans ce sens-là quand je défile ma page, et puis en même temps je peux aller dans ce sens-là, je peux agrandir comme ça, donc je suis dans quelque chose qui est multidirectionnel.
Les inconvénients, et ils sont nombreux, c'est surtout par rapport à l'estime de soi et par rapport au sentiment de solitude. Aujourd'hui, quelqu'un qui va pas bien et qui va aller sur son réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram, il va voir la vie des autres qui est merveilleuse. Ça va le renforcer encore plus dans le sentiment que la sienne ne l'est pas. Donc ça va renforcer encore plus le côté de je suis seule, et finalement tout ça c'est faux. Donc ils ont quand même conscience quand on parle avec ces personnes que c'est quand même du virtuel, et le virtuel n'est pas forcément vrai, mais en même temps il y a un côté ça renforce encore plus ce côté de mais de toute façon dans la vraie vie ou dans la vie virtuelle j'ai pas d'amis, c'est dur pour moi. Donc c'est vraiment un problème. On va voir aussi les enjeux des likes, les enjeux des j'aime, etc. La place qu'ils ont. Je mets une photo, elle n'a pas été suffisamment likée, ça veut dire qu'on m'aime plus. Donc on a un rapport à soi qui est biaisé, qui est je donne autant d'importance à mes relations virtuelles qu'à mes relations réelles. Et du coup, des fois, c'est biaisé. On voit une expérience très simple qui a été faite par un homme sur Facebook, qui a envoyé sur son mur Facebook, donc il avait 450 amis, « Demain, je déménage, je vous attends ». Le lendemain, il n'y avait personne. Mais parce qu'il n'a pas fait de demande vraiment personnalisée. Et puis les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils voient ça et se disent « ouais, super », mais il y a un côté où on se sent concerné sans se sentir concerné. Donc c'est vraiment biaisé tout ça. Par rapport à d'autres points sur les réseaux sociaux et Internet et autres, ce qui est important de voir pour les plus de 12 ans, c'est comment utiliser ces outils numériques. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble quand est-ce qu'ils se connectent, on va éviter les connexions à 3h du matin, ça il y en a plein des jeunes qui font ça, essayer d'en discuter avec eux, pourquoi ils se connectent à cette heure-ci pour pouvoir échanger, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ou pourquoi ils ne le font pas après. Parler ensemble du téléchargement illégal, est-ce que vous savez qu'est-ce qui est le plus téléchargé aujourd'hui par les jeunes? La musique. La musique. Les films, les séries, non. Tout se fait en streaming, tout peut se voir. Netflix a révolutionné tout ça. Mais par contre, la musique, encore aujourd'hui, n'est que téléchargée illégalement. Il y a très peu de comptes Deezer ou Spotify ou autre. Tout ce qui va être plagiat, quand je parle avec les enseignants, mais tout le temps. Il n'y a pas une fois où ils se retrouvent avec une copie, où ils ont fait du copier-coller, que ce soit sur du Wikipédia ou sur un autre truc. Tout le temps. Donc, sensibiliser les jeunes là-dessus. Et qu'ils arrêtent de croire que leurs enseignants sont débiles et qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont fait du copier-coller. Parler de la pornographie, c'est important. Aujourd'hui, tous les enfants arrivés en 4e ont vu un film porno. Encore une fois, c'était pas forcément de leur fait, c'était pas forcément voulu. Filles comme garçons. Donc quand on sait ça, on ne va pas attendre qu'ils aient 18 ans pour leur en parler. C'est important par rapport à la place de la femme dans ce type de film, qui est en position de femme-objet, et aussi par rapport à la relation, qui n'est pas une vraie relation par rapport à une relation sexuelle. Ça ne relate pas ce que ça représente dans la vraie vie. Et ça, on se rend compte quand on en parle, que beaucoup de garçons ont peur, parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse, et beaucoup de femmes ont peur, de filles ont peur, parce qu'elles se disent c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse. Donc vraiment leur rappeler que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Évoquer tout ce qui est cyberharcèlement, déjà on parle d'harcèlement en règle générale, et aussi signifier que le cyberharcèlement est tout aussi dramatique que le harcèlement. Ce n'est pas parce qu'il est virtuel qu'il fait moins mal, il fait tout aussi mal. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes pensent que parce que c'est pas dit en vrai, ça fait moins mal. Mais c'est tout aussi problématique, et les textes de loi d'ailleurs punissent de la même manière. Pour ceux qui sont enseignants, c'est intéressant de pouvoir essayer d'utiliser des outils numériques comme tout ce qui va être classe inversée, c'est-à-dire donner des supports vidéo que l'enfant va devoir travailler chez lui, et après en reparler en classe. Plutôt que de faire toute la leçon en classe, c'est donner les leçons en support vidéo aux enfants, et après en classe, on ne fait que voir qu'est-ce qu'ils ont compris et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Ce qui fait qu'on ne passe pas que du temps dans la leçon, mais on passe aussi du temps beaucoup dans les échanges et de comment s'approprier les savoirs. Vous avez Classroom et Pliclair qui sont des applications pour justement donner des tests en live, c'est-à-dire allez, tout le monde se connecte et on doit répondre en live. Et quelquefois on se rend compte que pour certains jeunes, le fait de faire des QCM et de se dire allez, on est tous connectés, on doit tous répondre, c'est une stimulation qui est tout autre, et on voit que ça marche mieux que de devoir écrire et d'être face aux autres, etc. Ne pas être ami avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Je sais, des fois quand je dis ça, on me fait « oh bah non », mais il y en a d'autres qui font « ah bah si quand même, moi ça me permet de savoir ce qu'il fait, comme ça, etc. Je suis sûre qu'il ne fait pas que des bêtises, etc. » Quels sont les risques si on est ami avec son jeune sur le réseau? Qu'il y ait deux comptes. Exactement. Qui est deux comptes?
Donc là, on se dit, on se fait confiance, on lui envoie un message qui est quand même « je ne te fais pas confiance parce que j'ai besoin de vérifier ce que tu fais ». Et du coup, le jeune, il se dit « bah t'inquiète, je vais faire de compte ». Ou sinon, ils vont filtrer toutes les coms, c'est-à-dire que celles que le parent pourra voir, celles qu'il ne pourra pas voir, et ainsi de suite. Quoi qu'il arrive, la technologie aujourd'hui, elle est faite de telle manière que s'il a envie de cacher quelque chose, il arrivera à le cacher. Le tout, c'est justement pouvoir échanger avec lui et être dans une relation de confiance et non pas dans une relation de flicage. Vous trouvez que l'adolescent qui est dans votre entourage ou dans votre famille fait trop de jeux vidéo. Vous n'êtes que derrière son écran tout le temps. Posons-nous ces questions-là. Est-ce qu'il va en faire son métier? Est-ce qu'il joue en réseau? Et est-ce qu'il crée? Si la réponse est oui, invitez-le à se diriger vers des études en lien avec cela. Ce sont les métiers de l'avenir. On peut pas se dire non, c'est nul, c'est pourri. Si aujourd'hui, de plus en plus de métiers sont en lien avec ça. Donc, pour une fois qu'un jeune sait ce qu'il veut faire, encourageons-le. Par contre, c'est non aux 3 questions. Il faut se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'il se réfugie dans les jeux? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas d'autre activité? Et dans ces cas-là, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour lui. Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Si oui, lesquelles? Et de pouvoir l'aider. Alors, conseil pour tous, pour le repas, essayons de faire... J'aime bien en parler parce que quelquefois on se dit oui, les enfants, mais pour nous aussi adultes, qu'on passe des repas tous ensemble à échanger et pas derrière notre téléphone ou derrière son ordinateur ou derrière un illustré, donc un magazine ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant. Si vous souhaitez mener des actions autour du numérique, vous pouvez vous lancer sur une semaine ou une dizaine sans écran. Allez, on se lance un défi, on est des fous. Tous les jours, quand on rentre chez soi, il n'y a plus d'écran. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on en parle avec les jeunes, au début, ils font un peu la tête, genre, sans son téléphone portable, qu'est-ce que je vais devenir? Mais s'ils savent que tous leurs amis jouent le jeu, ils sont en capacité de pouvoir s'adapter. Et on se rend compte à la fin, quand on débrief, que ce sont les adultes qui ont eu le plus de mal de s'en séparer. On a la possibilité de créer des festivals. On leur dit, allez, on lance un festival, il y a un prix à la fin de la meilleure création. Après, ça soit un jeu vidéo, que ce soit une vidéo, peu importe, mais quelque chose qui fait appel au numérique. Et sinon, créer des clubs, ça peut être intéressant. Pour les enseignants, on a une formation qui s'appelle le jeu des 3 figures. Ça reprend le triangle de Karpman. C'est-à-dire que dans chaque chose qu'on voit à l'écran, que ce soit un film, que ce soit un dessin animé, que ce soit un jeu vidéo, la plupart du temps, on retrouve ces 3 figures, justement. La victime, le sauveur et le bourreau. Et le tout, c'est de pouvoir en parler en classe. De se dire, ok, et toutes les semaines, il y a un enfant qui va parler de quelque chose qu'il a vu à la télé, ou quelque chose qu'il a vu sur YouTube, et de pouvoir relater qui est où, de pouvoir parler de ce fameux triangle, et du coup de comprendre que chacun a une place dans quelque chose, et de pouvoir aussi mettre du sens sur des choses qui ont pu faire peur, ou des choses qui ont pu être un peu traumatisantes et autres. Et on se rend compte que les enfants, le fait de parler de tout ça en classe, ça développe beaucoup l'empathie. Donc c'est une formation qui est vraiment intéressante. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site 36912.org, de vous inscrire à la newsletter. Elle est gratuite. Et vous allez avoir toutes les infos sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur le numérique. Que ce soit une nouvelle application qui sort, est-ce qu'elle est intéressante ou pas, que ce soit sur des jeux vidéo ou que ce soit sur la place du numérique en classe. Aujourd'hui, on demande à qu'il y ait des TNI dans toutes les classes. Quels sont les avantages, les inconvénients, tout ce qu'on pourra retrouver sur les écrans. Donc, vous avez aussi la possibilité de télécharger un livre qui s'appelle La vie de l'Académie des sciences, c'est la dernière ligne. C'est gratuit, c'est un gros PDF. Mais du coup, vous allez avoir justement tout ce dont je vous ai parlé par rapport aux études quantitatives avec les chiffres. Vous allez avoir tous les détails si vous le souhaitez, l'enfant et les écrans.